Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. On s'est habitué, malgré nous, au ronron lénifiant des éditorialistes politiques, aux analyses au doigt mouillé, au blabla incessant sur les chaînes d'infos. Tant et si bien que lorsqu'un acteur de ce monde médiatique parfois un peu figé sort des discours convenus, ça nous prend par surprise. Jean-Michel Apathy est présent sur nos écrans et dans nos radios depuis 25 ans. C'est une voix qui porte, reconnaissable entre mille. Et en 2025, il a eu le droit à une polémique d'ampleur pour avoir osé mettre le doigt sur une réalité qui fâche. La violence infâme qu'a été la présence coloniale française en Algérie pendant 130 ans. Sur RTL, dont il a démissionné dans la foulée, il a comparé cette brutalité à celle des nazis, s'attirant les foudres de la droite, de l'extrême droite et de leur très complaisant relais audiovisuel. Comme on trouvait, nous, que ce qu'il disait semblait plutôt frapper au coin du bon sens, on a proposé à Jean-Michel Apathy de venir raconter pourquoi, concrètement, on peut dire que la France en Algérie fut aussi barbare et criminelle que les pires dictatures qu'a connues l'humanité. C'est ce qu'on va faire le temps de 2 épisodes, dont voici le premier. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et le point de départ de cette conversation, ça n'est pas, même si on va y revenir, cette polémique dont a fait l'objet notre invité. C'est un anniversaire bien triste, dont la France se passerait bien puisqu'il y a 80 ans tout pile, en mai 1945, notre pays s'est livré à des crimes que beaucoup préféraient oublier. On va parler d'une contradiction épouvantable. Le 8 mai 1945 est un jour de fête extraordinaire en France et en Europe et pour les démocraties, puisque la veille, le Reich allemand a capitulé. Et donc, nous célébrons, mais avec un appétit de vie extraordinaire, la victoire des valeurs démocratiques, la victoire des démocraties sur une épouvantable dictature, peut-être la plus épouvantable qu'on ait connue dans l'histoire. Donc, c'est un jour de fête formidable. Et la contradiction est ici que, dès ce jour-là et dans les jours qui vont suivre, sur le territoire français, l'un des plus grands massacres de masse va être commis. Donc, dans l'Algérie qui est française, des Français, des militaires, des policiers, des colons, des Européens, des pieds noirs, on peut les appeler comme on veut. Enfin, tout le monde est français. Des colons vont tuer entre 15 et 20 000 musulmans. Et ils vont les tuer de la manière la plus arbitraire et la plus injuste qu'il soit. C'est un massacre. Et comment explique-t-on cette contradiction qu'il y a à voir un jour de fête des massacres de cette ampleur? Alors, si on explique la contradiction, il faut remonter un peu le temps. Les Algériens n'ont jamais accepté la présence des Français sur leur territoire. Les Français sont présents à Alger d'abord, puis dans le reste de l'Algérie, à partir de 1830. Et les Algériens, qui sont d'une culture différente, qui ont une histoire différente, ont toujours vécu la présence des Français comme une présence étrangère, comme une occupation de leur territoire. Et en 1940, quand ils voient ce qui était impensable, c'est-à-dire l'État français s'écrouler, les Algériens, qui sont dirigés par un petit groupe de gens, Ferhat Abbas, Messali Hadj, sont 2 dirigeants du mouvement nationaliste algérien, et en 1940, ils se mettent en tête l'idée que la France partira, qu'elle n'est pas là pour longtemps, que du coup, affaiblie comme elle l'est, c'est un peu pour eux la fin de ce malheur qui a vu les Français arriver chez eux. Et ce sentiment-là est avivé par des discours que tiennent le président américain Roosevelt ou bien le premier ministre Churchill, qui le mettent d'ailleurs par écrit dans la charte de l'Atlantique en 1941. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc les Algériens pensent que les Français vont partir. Et le mouvement inverse se produit en France. De Gaulle, qui prend la tête du gouvernement provisoire à partir de 1944 et du débarquement allié,
fait passer la consigne à tous les responsables des territoires coloniaux, mais particulièrement en Algérie, parce que les services de renseignement expliquent que la marmite est en train de bouillir et que la fin de la guerre peut être compliquée. Les Algériens peuvent se révolter. Et donc De Gaulle donne des consignes d'une extrême fermeté, parce que De Gaulle veut négocier, commence à négocier dans l'architecture des nouvelles Nations Unies qui se dessinent, un siège permanent pour la France. Et la France, défaite en 1940, ne peut être considérée comme un grand pays que si l'Empire reste intact. Et nous avons, de ce fait, deux volontés contradictoires qui vont s'entrechoquer. Les actualités françaises, janvier 1945. Quelles que soient les difficultés de l'heure, la France ne se détourne pas de sa grande œuvre impériale. Dans le sud algérien, le Borj Belverte, qui porte le nom d'un héros de la guerre de Tunisie, est inauguré par M. Châtaigneau, gouverneur général. Un grand pays a le droit d'être fier de son empire. La France est fière du sien, elle a su le mériter. À partir de la mi-avril, il y a beaucoup de défilés en Algérie, parce qu'on sent bien que la guerre est sur le point de se terminer, c'est presque fini, alors il y a des Algériens qui commencent à bouger, à parler, et les consignes se matérialisent de la manière suivante. Toutes les manifestations, les revendications, les slogans, les pancartes qui disent « Vive l'Algérie indépendante »,« Vive Messali Hadj » qui est emprisonné, il est à Brazzaville. Et surtout, ça se concentre sur le drapeau, parce que depuis quelques années, les Algériens ont un drapeau vert, rouge et blanc, et donc il ne faut pas que ce drapeau soit visible dans les rues. Et donc c'est dans ce climat-là que l'on aborde par exemple le 1er mai, où il y a beaucoup de défilés. Il y a des heurts à Alger, il y a 2 morts à Alger, mais bon, la chose est gérée. Et puis le 8 mai, ça se concentre à Sétif. Le matin, il y a un groupe d'Algériens assez nombreux qui descendent avec des drapeaux, et là le conflit est immédiat. À 8h du matin, un jeune Algérien, un coup de feu est parti, on ne saura jamais qui l'a tiré, un jeune Algérien tombe mort. C'est le début de beaucoup de désordres à Sétif. C'est dans le Constantinois, Sétif, 8h du matin, des Algériens commencent à tuer des Européens, et puis dans ces cas-là, c'est une sauvagerie absolue, et des Européens commencent à répondre. Mais tout ça est encore dans un désordre très important, très déstructuré, il n'y a rien d'organisé. Et puis les mouvements se répandent, le bouche à oreille, enfin, il y a une agitation. Là, dans cette partie du Constantinois, ça se décale à Guelma à partir de 16h, et à Kerata, qui est un village à côté. Et donc, il y a, au total, les 8, 9, 10 et 11 mai, on l'a répertorié comme ça, c'est assez précis, 102 Européens qui meurent. Des hommes, des femmes, dans une injustice totale, dans la violence. Et il y a, on ne sait pas exactement, il y a aussi des Algériens, des musulmans qui meurent, qui sont tués là, peut-être une quarantaine dans les premiers temps. Enfin, là, les comptes, tout est imprécis, mais les événements prennent une tournure systématique à partir du 9-10 mai à Sétif et Guelma. Avec justement des scènes totalement surréalistes où à Guelma, le sous-préfet tire lui-même au fusil mitrailleur sur la foule. Alors, le sous-préfet est un gaulliste qui a une immense responsabilité, effectivement. C'est lui qui organise, c'est lui qui permet la constitution de milices, mais déjà dès la mi-avril, il constitue les milices, donc parce que le climat était quand même explosif. Il a suffi de peu de choses pour que tout dégénère. Il y a un sentiment de obsidional, enfin une fièvre obsidionale. Le mot est savant, mais les Européens ont l'impression de vivre en étant prisonniers de la situation. Ils se vivent en situation de minorité, ceux qu'ils sont, et ils ont très peur. Et donc, ils ont les armes pour eux, ils ont les moyens de la violence pour eux, et ils vont les utiliser sans aucun discernement. Au total, à Sétif, à Guelma et à Kerata, en plusieurs jours ou plusieurs semaines, parce que rien n'est cadré, il y a entre 15 et 20 000, on n'est pas sûr du chiffre non plus, hein, personne n'en sait rien, mais des dizaines de milliers d'Algériens, beaucoup d'hommes, des femmes, parfois des enfants, sont assassinés. Les assassinats prennent plusieurs formes. Les militaires peuvent y participer.
Bien sûr, beaucoup de colons. On tire sur tout ce qui bouge. Tout ça est d'une injustice totale. Mais pour la première fois aussi, des bateaux de la marine vont bombarder un territoire français. Ça ne s'était jamais fait avant. Et les bombes, elles tombent indistinctement dans des villages. Elles tuent ceux qui sont sous la bombe. On ne sait même plus qui on tue. À la limite, on ne sait même plus pourquoi on tue. C'est une tuerie raciste. Et à Guelma, il va se produire autre chose. En juin 1945, alors que la guerre contre les nazis vient de se terminer, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle André Texier, doit venir à Guelma. Il est attendu le 20 juin. Et les autorités ont peur de la visite du ministre de l'Intérieur, parce qu'il y aura trop de cadavres. Alors, il y a des fosses communes, mais ça pue, tout ça. Ils se mettent en tête de se débarrasser des cadavres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans une usine qui est à 2 ou 3 kilomètres de Guelma. C'est une usine qui brûle du calcaire pour faire de la chaux. Il y a donc des fours crématoires, des fours à chaux. La chaux, ça sert à mettre, par exemple, sur les façades des maisons. Et ils vont brûler par centaines, peut-être davantage, des corps. On va utiliser en France, sur le territoire français, donc à Guelma, des fours crématoires pour faire disparaître des corps. C'est la France qui a fait ça. On a senti une odeur incroyable. On ne s'était pas aperçu qu'est-ce que c'est. Extrait du documentaire L'autre 8 mai 1945 de Yasmina Hadi, diffusé sur France 2 en 2009. Les grands-parents, ils nous ont dit, vous allez descendre vers Hammam Brad, vous allez voir qu'est-ce qui se passe au four à chaud. Parce qu'on voyait la fumée et on sentait l'odeur. Ils ont déterré les morts et les ont mis dans des camions. C'était les camions de Monsieur Lavie. Ils les ont amenés et les ont brûlés dans le four qui se trouve en haut. Ils les déterraient et les brûlaient même pendant la nuit. C'est extraordinairement répugnant comme image. Au moment où le nazisme s'écroule, nous-mêmes, Français, nous mettons des corps dans des fours crématoires pour faire disparaître les traces des meurtres. On a plus de documentation sur ce qui s'est passé à Sétif qu'à Guelma, mais il y a des récits à Guelma. Il y a notamment un récit d'un homme qui s'appelle Marcel Régui, c'est un récit qui date de 1946, il ne sera publié qu'en 2006, beaucoup plus tard. Mais en 1946, donc tout près des événements, il a vu, il n'était pas sur place, mais des membres de sa famille sont morts. Donc il est à Guelma tout l'automne 1945 et il recueille les témoignages et il raconte les fours crématoires. Et il dit, d'après les témoins, l'odeur était tellement insupportable que personne ne pouvait ignorer qu'on brûlait des corps. La même odeur que dans les camps de concentration, en juin 1945, en France. C'est une histoire bouleversante, je trouve, mais c'est une réalité que la population française, dans son sens large, refuse avec une obstination qui dit bien la honte qui nous accompagne encore aujourd'hui. Dès ces événements-là, on sent que les autorités sont un peu tiraillées. Elles veulent essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'établir une vérité à chaud. Dès le 19 mai, De Gaulle demande à un général de gendarmerie, le général Tubert, d'aller voir ce qui s'est passé sur place. Et il y a des débats à la Chambre, quand même, des parlementaires français, des députés français à Paris, qui s'inquiètent de ce qui s'est passé, parce qu'on sent bien qu'une violence tout à fait illégitime s'est déployée sur cette partie du territoire. Pourquoi ces 3 villes? Pourquoi pas Alger? Tout ça est difficile à saisir aussi, mais il y a des parlementaires qui s'inquiètent. Et à l'Assemblée, on pose des questions. Mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'indignation à la hauteur de l'événement. Et si je parle du général Tubert, c'est parce qu'il arrive à Alger, il va être bloqué plusieurs jours à Alger, il va arriver à Sétif, il va passer 2 jours à Sétif, il veut aller à Guelma, il ne peut pas aller à Guelma. Et les colons, bien sûr, font en sorte de saboter sa mission, mais aussi l'armée, tous les pouvoirs constitués font en sorte qu'il reparte le plus vite possible.
Et il y aura un rapport Hubert qui va d'ailleurs établir une petite partie des massacres, mais le gouvernement, il sera connu dès 1946. Le gouvernement ne va jamais le publier officiellement parce qu'il ne le prend pas à son compte. Il y a des résistances et au fond on laisse tomber. Voilà, ils sont morts, tant pis, donc on met un voile dessus et on va passer à autre chose. Beaucoup d'historiens considèrent que ce moment de mai 45, c'est en réalité le début de la guerre d'Algérie. Et qu'en voulant éteindre le feu qui couvait en Algérie, le pouvoir français a fait exactement l'inverse. Ah oui, Boumedienne, qui a été l'un des premiers présidents de l'Algérie indépendante, a écrit là-dessus. Il dit ce jour-là, le 8 mai 45, j'ai cessé d'être un enfant. Je suis devenu un adulte. C'est-à-dire, j'ai compris que la lutte serait une lutte à mort avec les Français. Et ces événements-là, pour tout un tas d'Algériens, sonnent le glas d'une tentative pacifique de retrouver leur liberté. À partir de ce moment-là, beaucoup d'Algériens qui seront des dirigeants à quelque niveau que ce soit du mouvement de libération de l'Algérie, à partir de ce moment-là, ces gens-là savent qu'ils sont entrés dans la lutte. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 1945 et le début officiel de la guerre d'Algérie, c'est le 1er novembre 1954. Il se passe 9 ans, parce que cet intervalle est très long, rien n'est organisé. Dans l'esprit des combattants algériens de ces années-là, combattre la France, ça paraît être totalement fou, parce que la France est une puissance, et c'est une puissance reconstituée d'ailleurs en 1945. Les Français ont l'outil militaire, ils ont les armes, ils ont le savoir, ils ont les véhicules pour se déplacer, et le FLN qui est officiellement constitué, officiellement le premier communiqué date d'octobre 1954, c'est quelques milliers de gens qui n'ont pratiquement pas d'armes et qui ne savent pas du tout dans quelle aventure ils s'engagent. Et il faudra que des pays arabes, à partir du milieu des années 50, une fois que les Algériens eux-mêmes ont initié le mouvement, leur apportent des armes pour que la situation change un peu, mais le mouvement nationaliste algérien, sur le plan militaire et ses capacités militaires, a toujours été très faible, au fond. La France a toujours été beaucoup plus forte. Aujourd'hui, en 2025, l'esprit colonial est toujours vivace. J'ai entendu Éric Zemmour dire, sans être contredit, que l'Algérie vivait sur ce mensonge, ou la France, dans cette histoire, vit sur ce mensonge, que nous avons gagné la bataille, la guerre d'Algérie, nous l'avons gagnée militairement. Et c'est vrai. Bien sûr que les Algériens n'avaient aucun moyen de nous battre militairement. C'est nous qui les battions. Mais à un moment, l'alternative pour les pouvoirs publics français était on tue tous les Algériens ou on donne son indépendance à l'Algérie. Voilà. Bien sûr que nous étions dominants. On aurait pu garder l'Algérie française beaucoup plus longtemps que nous l'avons gardée. Mais à quel prix ? Au prix des valeurs, au prix du sang, au prix de la honte. Et déjà, je trouve qu'il y en a pas mal de honte. Mais encore aujourd'hui, on entend des idées absolument ignobles ne pas être contrariées comme elles devraient l'être. Par ceux qui, au fond, je parle des journalistes, devraient être à l'avant-poste de ce que sont les valeurs de la République dans ce type de débat. D'autant que l'histoire de la présence française en Algérie, c'est une histoire extrêmement violente et là aussi extrêmement méconnue. C'est-à-dire qu'on ignore la plupart des actions terribles qu'ont commis des soldats français en Algérie. Pourquoi est-ce qu'on a été en Algérie ? L'Algérie a toujours été un irritant pour les puissances méditerranéennes, dont la France fait partie, à cause de la piraterie. Et puis ça a été aussi un irritant très fort parce qu'il y avait du trafic d'esclaves chrétiens. Donc Alger était une terre mal aimée. Louis XIV avait déjà voulu l'envahir, d'autres pays, les Britanniques aussi. Personne ne l'a fait, et Charles X l'a fait en 1830. Alors pourquoi Charles X l'a fait ? On avait un contentieux diplomatique, ça a pu expliquer, on avait tous ces irritants anciens, ça a pu jouer, et puis Charles X voulait faire une opération de prestige militaire. On débarque à Alger le 14... à côté d'Alger, le 14 juin 1830, et on prend Alger le 5 juillet 1830. À partir de cette opération de prestige, Charles X, petit frère de Louis XVI, tout compte dans cette histoire, voulait rétablir la monarchie absolue, et donc le
25 juillet, vous voyez comment j'étais un grand chef militaire, j'ai réglé le problème algérien. Donc il prend le 25 juillet 3 ordonnances, 4 qui suspendent les libertés publiques. Et à la surprise générale, la population parisienne descend dans la rue, monte des barricades, 27 juillet, mouvement totalement inorganisé, qui se confronte au pouvoir public, et alors là, ça s'organise très vite, et 28, 29 juillet, Charles X est mis par terre. Et donc, un nouveau pouvoir, Louis-Philippe lui succède, et qu'est-ce qu'on fait d'Alger? On ne sait pas. On ne sait pas, on est à Alger. On y reste, on n'y reste pas. Alors, il y a une troupe militaire qui reste, qui regarde les environs, qui commence à massacrer dans les environs. Le conflit est immédiat, mais la force est toujours française. Donc les massacres sont toujours le fait des Français contre les Algériens. La rébellion des Algériens, elle date du premier jour. Mais la réponse violente des Français date aussi du premier jour. Caen, il va se passer 10 ans. C'est énorme. 10 ans avant que la France ne décide d'une politique à laquelle elle se tiendra. Nous allons faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Nous avons installé dans les autres colonies un appareil administratif, pour contrôler le territoire, pour en contrôler les richesses. Mais là, le projet va beaucoup plus loin. Là, on va installer sur la terre d'Algérie des millions de gens, c'est le projet d'origine, qui ne verra pas le jour à cette échelle, mais c'est le projet d'origine, sur des terres que détiennent aujourd'hui des Algériens, que nous allons donc chasser. Nous allons prendre la terre de ceux qui ne combattent pas. Nous allons leur dire « partez ». Et comme ils ne veulent pas partir, nous allons les tuer. Et donc toute la conquête de l'Algérie, qui va durer 30 ans officiellement, jusqu'en 1871, une révolte kabyle qui va être réprimée dans le sang, durant toutes ces années-là, la France va beaucoup tuer. Et quand elle ne tue pas, les survivants sont exilés sur des territoires arides où ils vont connaître des famines épouvantables. Il faut bien concrétiser la situation. C'était des populations, avant que nous n'arrivions, qui avaient le niveau de développement qui était le leur. Bien sûr, nous pensons, nous, c'est ça la pensée coloniale et la pensée raciste, que nous avions un niveau de conscience, de technicité supérieure. Donc, nous apportions des choses à ces gens-là. Mais ces gens-là, ils vivaient avant nous. Et ils vivaient selon des équilibres qu'ils avaient construits au fil des siècles. Donc, ils vivaient, ils se nourrissaient, ils avaient créé une culture, il y avait des écoles, il y avait des liens sociaux. Nous, on arrive et on balaie tout ça. On balaie tout ça avec une violence considérable. Donc, qu'est-ce qu'on fabrique? De la haine. On conquiert le territoire. C'est facile, on a les armes. Donc oui, bien sûr, le territoire est à nous. Mais la haine, elle est immense en face. Et le début de la conquête algérienne, les 30 premières années, c'est une succession de massacres, de violences. On tue les hommes, les femmes, les enfants, on tue tout ce qui bouge. Et quand ces gens s'échappent, ça a été un épisode considérable qui a créé une émotion à l'époque, quand ces gens s'échappent, qu'ils se réfugient dans des grottes, c'est une pratique entre eux parce qu'il y a eu beaucoup de combats de tribus, et aller dans les grottes voisines, quand on habite un village, il y a des montagnes, aller dans les grottes, c'est un réflexe assez naturel. Quand l'armée française arrive, ces populations des villages algériens vont dans des grottes, l'armée française mure les grottes, mais du bois devant les interstices qui restent et asphyxie les populations qui s'y trouvent. Ça, c'est d'une cruauté incroyable. C'est exactement le raisonnement et l'attitude de l'idéologie nazie. C'est exactement la même chose. Et la France s'est comportée comme ça. Et au fond, on n'a pas perçu la brutalité de la France parce qu'elle paraissait de l'époque. Et cette brutalité-là, elle va cheminer dans les esprits jusqu'à l'Allemagne des années 30, qui se croit autorisée à une extrême brutalité parce qu'il y a une justification de puissance définie idéologiquement. Et il y a un lien. C'est dévastateur pour la pensée de comprendre que nous avons été, avec d'autres courants de pensée, parmi les éléments fondateurs de l'idéologie la plus ignoble du XXe siècle. Mais si on regarde intellectuellement le problème, il y a une filiation. Voilà. Qu'est-ce que j'y peux, moi? On ne va pas m'accabler, moi, parce que je le dis. Il faut réfléchir à l'existence de ce lien. Et je ne suis pas le premier à établir un parallèle entre ces idéologies. Mais l'établir encore aujourd'hui pose des problèmes. C'est quand même terrible. L'histoire de l'Algérie, c'est une histoire où la France est inhumaine.
elle n'a rien apporté à l'Algérie sinon que le malheur. Les gens qui s'opposent à cette thèse disent qu'on a construit des routes, des ponts, des hôpitaux et des écoles. C'est vrai. Bien sûr qu'on a bitumé le sol, bien sûr que quand ça a été possible, on a apporté l'eau courante, on a apporté l'électricité. Mais le pays qui a inventé les droits de l'homme peut mettre ces deux choses-là en balance, c'est-à-dire quelques kilomètres de bitume contre une vie. On peut mettre ça dans la balance? Évidemment non. Le gouverneur va ouvrir la grande route de rocade qui permettra de doubler le trafic Casablanca-Tunis. Les actualités françaises, janvier 1945. La seconde artère transversale de notre Afrique du Nord, commencée en 1939, achevée à travers la guerre. En dépit de tout, l'Afrique se couvre de ces grands ouvrages qui ont assuré là-bas notre puissance et notre renom. Là où la France passe, il n'y a plus de désert. Mais le progrès industriel ne suffit pas. C'est une tâche politique et sociale que la France veut poursuivre. La violence, justement, elle est aussi très symbolique parfois dans la manière qu'a eu la France de gérer sa présence dans les départements algériens. On n'a pas mentionné un élément qui pourtant est totalement déterminant dans cette histoire, c'est le statut de ces populations natives, locales. Ils n'ont pas du tout le même statut. Ce serait une erreur de croire que ça devient des citoyens français comme les autres. Tout le monde a la nationalité française. La France est généreuse, elle dit aux musulmans, aux Algériens qui sont sur le terrain, vous êtes français. Ah, bravo! Mais ne dépouchez pas le champagne tout de suite parce que vous n'êtes pas français comme les Français. Vous n'avez aucun droit. À partir de 1881 s'installe un statut de l'indigénat qui vaut dans toutes les colonies, mais il a une résonance particulière en Algérie parce que ils sont français, l'Algérie est française, ce sont des départements français. Oui. Ouais, donc, mais vous n'avez aucun droit. Bon, voilà, il faut l'expliquer ça. Donc, et il y a quelques personnes qui pourront franchir la barrière et quelques musulmans qui pourront franchir la barrière de la nationalité, mais c'est très rare, c'est très conditionné. Pour l'essentiel de la population musulmane, le statut de l'indigénat, c'est quoi? D'abord, vous ne pouvez pas vous déplacer sur le territoire. C'est le territoire où vous êtes né, où vos ancêtres sont nés, mais pour vous déplacer, il faut un tampon de l'administration. Sinon, vous restez dans votre village, ou vous restez dans la ville où vous êtes. Vous ne pouvez pas bouger. Nous avons connu ça, nous, en France. On appelait ça des Ausweis, puisque les Allemands permettaient aux Français de bouger s'ils le voulaient bien. C'est la même chose. Je le dis un peu par provocation, parce que y a beaucoup de liens, beaucoup de connexions entre l'occupation que nous avons connue et l'occupation que nous avons réalisée. Le statut de l'indigénat, c'est ça. Et ensuite, il y a le rapport à la justice. Alors, le rapport à la justice, c'est une justice administrative, sans possibilité d'appel. C'est quelque chose qui résonne aujourd'hui, non? L'appel, il y a quelqu'un qui fait appel d'une condamnation, on en parle beaucoup, bon, voilà, sans possibilité d'appel, et avec ce truc infâme qui est contraire aux raisons pour lesquelles nous avons fait la Révolution française. C'est que le statut de l'indigénat établit la responsabilité collective. Voilà. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous définit face à la justice, c'est ce que vous êtes. Un musulman enfreint une loi, tout le monde peut être réputé responsable. Et la punition peut être collective. Dans un village, quelqu'un ne paie pas l'impôt, le village sera solidaire. C'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Un individu est redevable de ce qu'il fait, pas de ce qu'il est. Le statut de l'indigénat contrarie tout ce qu'est la France. Et pourtant, c'est en France, fait par les Français. Et le statut de l'indigénat a des conséquences matérielles, parce que cela enferme les populations qui vivent sous ce statut dans un état de déscolarisation et dans un dénuement économique important. Et on va en retrouver la trace dans des écrits réguliers, des reportages qui sont faits. Maupassant va en Algérie, fait des reportages terribles. Alors, on est dans les années 1880. Jules Ferry mène pour le Sénat une commission d'enquête en 1892 et il pointe l'état de dénuement dans lequel on a plongé et on maintient les populations musulmanes. Et d'une manière qui est le langage de l'époque, qui est le langage d'un parlementaire, donc pas ce que je dis, mais l'idée est là. Il dit, si on veut garder l'Algérie française, il ne faut pas continuer comme ça. 1892. Et puis, il y a ces reportages saisissants plus tard, 1939, Albert Camus, qui fait des reportages en Kabylie, il parle de l'esclavage des musulmans. Parce que le statut de l'indigénat en fait des sous-hommes, et les sous-hommes sont utilisés par les surhommes
pour leur plaisir. Et donc, l'amplitude de travail est exceptionnelle et la rémunération est terriblement faible. Et on entretient ces gens-là dans des conditions de vie qui sont inhumaines. C'est un apartheid qui n'a jamais dit son nom. D'autres pays ou un autre pays a théorisé l'apartheid. Nous ne l'avons pas théorisé, mais nous l'avons fait. Il faut ouvrir les yeux là-dessus quand même. Cette confrontation aux réalités de ce qu'a été notre histoire commune et ce qu'elle implique, elle reste, on l'a dit, très compliquée à mener. Jean-Michel Apathy en a fait l'expérience concrète tout récemment, et c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette discussion qui est donc à suivre. Merci à Jean-Michel Apathy pour son temps et ses réponses. C'est Paul Berthiaud qui réalise ces 2 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.